printemps dernier avec Jean. Il y en a beaucoup, hein? Vous êtes assez nombreux. Oui. Ensuite, est-ce qu'il y a des personnes qui connaissent l'Albanie différemment du voyage? Là, c'est déjà plus réduit. Bon, 2. Apparemment 3. Oui, bah oui. Oui, pardon. Cette dame connaît bien l'Albanie pour y être née. Alors, elle va pouvoir nous en parler de façon encore plus complète. Attendez, oui. Bonjour. Bonjour. Je vous demanderai d'intervenir. Bien. Je vous dirai qu'à la fin de la conférence, vous direz ce que vous voudrez. Avant que Jean nous présente son Albanie, Au besoin, vous pourrez me contredire. quelques chiffres sur cette destination. En tant qu'agent de voyage, je ne pense pas l'avoir commercialisé une seule fois. Pendant 35 ans, de 1975 à 2010. Donc, l'histoire du tourisme est arrivée après 1991 et la fin du régime communiste et la chute du régime communiste. Bon, ils ont mis quelques années à s'organiser et je peux vous donner des chiffres de 2013, fréquentation touristique 3,4 millions. 5 années plus tard, 2018, 5,9 millions. Et 2023, dernier chiffre connu, 10 millions environ. Donc vous voyez qu'entre 2013 et 2023, ça a quasiment triplé. Donc nous verrons quels sont tous les intérêts de cette destination. J'ai remarqué que tous les voyagistes maintenant, français, proposent cette destination. Fram, Curie, Jet Tour, Havas, Verdier, je ne vais pas tous les citer parce que j'ai été quand même impressionné par le nombre de voyagistes qui proposent maintenant cette destination. Alors que moi, en 35 ans, je n'ai aucun souvenir de l'avoir proposé. C'était fermé. Oui, jusqu'en 91, il y avait quelques milliers de touristes qui étaient accueillis par Altourist, à peu près l'équivalent d'un touriste pour ceux qui ont procédé de cette façon pour l'Union soviétique. Et donc c'était quelques milliers de touristes. Quand on pense donc à 2023 et 10 millions, c'est pas du tout comparable. Voilà, pour moi c'était tout. Donc place à Jean pour le voyage. Merci. Merci Rémi. Merci. J'ai plaisir à saluer toutes les personnes qui sont là. Je suppose, peut-être je me trompe, qu'il n'y a ici que des adhérents de l'UTL. Maintenant, s'il y en a qui ne sont pas adhérents, je ne vais pas les mettre à la porte, au contraire, je me réjouis de leur présence. Donc merci d'être venus nombreux. Je ne sais pas combien il y a de personnes dans la salle concurrente, mais je suis satisfait de voir celle-ci remplie. Donc je vous remercie de me consoler par avance. Je vous indique le plan de ma conférence, qui évidemment est essentiellement basé sur des diapos, exactement sur un diaporama. On va voir. Donc je vous indique déjà le plan que je vais suivre. Je vais vous faire une introduction historique rapide. Ça n'aurait pas d'intérêt que je parle pendant un quart d'heure de l'histoire de l'Albanie. C'est déjà bien de voir où elle est. Je bavardais tout à l'heure avec le professeur de Qigong. Il connaît le Qigong beaucoup mieux que moi, évidemment, qui n'y connaît rien. Je lui ai demandé où est l'Albanie. Je lui ai dit, est-ce en Afrique ou en Asie? Bon, là, il n'a pas hésité. Mais il m'a dit, je pars de la Pologne, je descends, l'Ukraine. Je lui ai dit, vous pouvez descendre encore? Oui. Bon, vous pouvez descendre. Bon, et finalement, j'ai vu qu'il avait une vague idée de la situation géographique de l'Albanie. Je ne le critiquerai pas trop. Bon, je vous dirai tout à l'heure pourquoi. Pour ma part, je savais depuis très très longtemps où était l'Albanie. Mais ça, c'est autre chose. Donc, introduction historique rapide avec cette carte.
Ensuite, je vous lirai un texte. Et après quoi, je passerai au diaporama qui a été fait concrètement, mais j'en reparlerai, par Annie Amer, qui est ici présente. Voilà, j'en reparlerai. Et à la fin du diaporama, donc l'essentiel, c'est le diaporama. Ensuite, ce que j'appelle une libre discussion, mais déjà, je crois que je l'avais peut-être dit en annonçant la conférence d'une façon ou d'une autre, pendant que je passerai le diaporama, les personnes qui sont allées en Albanie avec moi, donc nous étions 24-25 par là, tout à l'heure il y a une quinzaine qui ont levé le doigt, il se peut que je dise des sottises, que je fasse des erreurs, qu'il y ait des choses à compléter quand je passerai le diaporama, donc quand je le passerai, ne vous gênez pas, levez le doigt et dites, voilà, monsieur Hayet, je voudrais dire ceci en plus, avant la fameuse libre discussion. Voilà donc mon plan. Introduction historique rapide, lecture d'un texte, le diaporama, libre discussion. Une pré-introduction, pourquoi ai-je choisi l'Albanie comme destination de voyage au printemps dernier ? Je ne vais pas faire l'historique de tous mes voyages. En gros, j'ai visité tout le Proche et le Moyen-Orient, bon, en Grèce, etc. Donc, tout ce monde-là, c'est fait. Et je me suis dit, l'Albanie, je crois que ça vaudrait la peine. Et pourquoi ai-je pensé à l'Albanie plutôt qu'à un autre pays européen? Parce que, en tant qu'helléniste, et c'est là que je reviens sur mon propos antérieur, je savais des choses sur l'Albanie, vous allez le voir. Ce que je savais sur l'Albanie, c'est qu'il y avait sur le littoral un certain nombre de colonies grecques. Donc, peut-être même avant que certains d'entre vous ne fussent nés, je m'intéressais à l'Albanie par ces colonies grecques. Donc, on va voir tout à l'heure, par exemple, Apollonia, bon, il y en a 4 ou 5. Donc, j'y rêvais un petit peu. Et sans savoir ce qu'a dit Rémi, que l'Albanie commençait à être à la mode, je me suis dit, on y va. Bon, il s'est trouvé qu'on a été parmi les gens qui allaient à la mode. Voilà donc, l'Albanie, pour moi, c'était d'abord ses colonies. Et donc, vous allez me dire, vous avez une vue restreinte, il n'y a pas que l'archéologie tout de même en Albanie. Non, je vais découvrir le reste. Voilà donc mes raisons qui m'ont amené à proposer ce voyage donc en avril dernier. Alors, quelques mots d'introduction rapide avec cette carte. Évidemment, vous n'avez pas le contexte, mais enfin, vous voyez tout de même qu'elle est située en bas au sud de l'ex-Yougoslavie, puisque vous avez le Monténégro, le Kosovo, après nous tombons sur la République de Macédoine, donc au nord de la Grèce, et puis tout à fait au sud, vous avez la Grèce. Bon, donc, elle est facile à situer dans l'ensemble, et évidemment, en face, ça n'apparaît pas sur la carte, vous avez la côte italienne. Donc, c'est face à l'Italie. Et c'est face, on ne le voit pas en très grand ici, oui, ici vous avez l'île de Corfou, Kerkyra. Donc l'île de Corfou, vous allez en face, à quelques dizaines de kilomètres, vous êtes sur la côte italienne. Alors l'histoire, donc, l'Antiquité, je passe très rapidement, on ne le voit pas ici, mais oui, un chiffre. C'est toujours. Pardon ? Merci. D'accord. Ah, il y a quelqu'un qui squatte ma conférence. Bon, on s'arrangera. Oui. Les communications sont extraordinaires d'une salle à l'autre. Bon, je reviens à la géographie. Je ne vais pas vous poser une colle. Moi-même, j'ignorais une idée de la superficie de l'Albanie. J'arrondis, hein, c'est 29 000 et quelques, disons 30 000. Il y a des très jeunes qui n'ont pas besoin. Heureusement qu'il y a des techniciens dans la salle. Ah oui. Donc, oui, c'est bon, Jacques, c'est parfait. Merci. Donc, Albanie, allez, disons 30 000 km². Pour vous donner une idée, département des Landes, j'arrondis, hein.
à quelques centaines, 10 000, Gironde, 10 000. Vous prenez Landes et Gironde multiplié par 2, vous avez l'Albanie. Donc c'est vraiment un tout petit pays. Et nous n'avons pas tout vu, en gros, nous avons vu la moitié sud. Population actuelle, environ 2 millions. Et si je me souviens bien de ce qu'a dit le guide, à peu près 1 million à Tirana, la capitale. Bon. Oui, je confirme. Oui, vous pouvez vous lever peut-être, non ? Non. Donc, il y a en face de moi, ici, une Albanaise. Voilà. Et donc, elle a confirmé mes chiffres. Donc, à l'Antiquité, le sud de l'Albanie, en gros, c'est ce qu'on appelait le royaume de Épire. Vous avez, je ne vais pas me lancer dans l'histoire grecque, vous avez peut-être entendu parler du fameux roi Pyrrhus, qui est passé dans notre proverbe une victoire à la Pyrrhus. C'est lui l'homme de la victoire à la Pyrrhus. Il était roi d'Épire. Donc, c'est un pré-albanais. Vous allez me dire maintenant si je me trompe, je ne crois pas que notre guide, dont je loue la grande compétence, bien sûr, mais je ne crois pas, parce que je le guettais, qu'il ait prononcé une fois le nom de Pyrrhus. Est-ce que ceux qui étaient du voyage l'ont entendu prononcer le nom de Pyrrhus? Voilà. Non. Quand même, c'est l'ancêtre le plus lointain, le plus illustre d'Albanie. Donc, c'était dans l'Antiquité grecque, donc avant Jésus-Christ, le sud de l'Albanie, c'était l'Épire. Le nord de l'Albanie, c'était le début d'une région qu'on appelait Illyrie. I-2-L-Y-R-I-E. Voilà. Donc, l'Albanie actuelle est constituée de l'ancienne Épire grecque et d'une partie de l'Illyrie. Voilà pour donc ce qu'il était. Je vous disais que c'était les colonies grecques qui m'avaient attiré vers l'Albanie. Vous allez voir dans les diapos, il sera question d'Apollonia, de Boutrinte, qui était en grec Boutrotos, de Bilis. Au moins ces trois-là, vous avez là sur le littoral 3 colonies grecques, donc dans l'Antiquité. Je passe très rapidement. Donc on ne va pas dire que l'Albanie était sous domination grecque. C'était simplement, comme faisaient les Grecs, des colonies sur le littoral. Après arrivent les Romains, qui sont beaucoup plus gourmands que les Grecs, et qui prennent possession de toute l'Albanie. Donc vous avez ensuite une domination romaine. La domination romaine se poursuit par une domination byzantine. Vous avez la Bulgarie qui n'est pas très loin, l'Albanie est sous la domination des Bulgares, la Serbie qui n'est pas très loin vers le nord, domination serbe, et puis nous arrivons à une période qui sera très bien illustrée, vous verrez pas mal de mosquées, la domination ottomane. Donc vous voyez, l'Antiquité grecque, les colonies, domination romaine, byzantine, bulgare, serbe et romaine. Et ottomane, pardon. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à me corriger si je me trompe. J'arrive ce que j'appelle moi les premiers efforts vers l'indépendance, puisque finalement, vous voyez, son histoire, elle est scandée par des dominations pendant des siècles et des siècles. J'ai noté qu'il y a une première proclamation en 1912. Donc c'est quand même intéressant. Jusqu'en 1912, on peut dire que ce pays était dominé par d'autres. Bon, des luttes contre l'Autriche et l'Italie, on verra, on en parlera, l'Italie qui est en face, donc l'Italie fasciste de Mussolini l'envahit, il lutte contre cette invasion italienne, et nous arrivons à un personnage dont je reparlerai plus longuement tout à l'heure, et je pense qu'il devrait évoquer des souvenirs dans votre esprit à tous, Enver Hoxha. Je vois des yeux étonnés. Vous n'écoutiez pas la radio il y a 20, 30, 40 ans. Enver Hoxha, c'est le fameux dictateur qui a institué donc le régime marxiste, disons, bon, République populaire, socialiste, ce que vous voulez, mais régime marxiste. Donc il a institué en 1945
Il est mort en 85 et il est resté au pouvoir donc de 45 à 85. On en reparlera de lui, vous allez voir. Hein. Donc c'est un personnage important. Notre guide, si je me souviens bien, dans sa jeunesse, il a vécu sous le régime de Enver Hoxha. Et donc, comme le signalait Rémi tout à l'heure, il meurt en 85 et sa dictature par une autre personne, par un successeur, se poursuit jusqu'en 91. Et là, j'arrive, si vous voulez, à notre époque. Depuis quand exactement, je ne sais pas, mais vous savez que l'Albanie est candidate à l'Union européenne. Donc, elle vit sous un régime démocratique. Bon, après, on peut discuter, mais elle connaît quand même une démocratie et elle est candidate à l'Union européenne. Voilà. J'ajouterai que c'est un pays original parce qu'il est multiconfessionnel. Les musulmans représentent à peu près 60%, les orthodoxes 30%, il en reste 10% pour les catholiques. Et ça vous explique déjà par avance que vous verrez des mosquées, des cathédrales, etc. Donc, j'en ai terminé, et maintenant, je vais vous lire un texte que vous avez peut-être lu, mais étant donné que je l'ai produit, je ne résiste pas au plaisir de vous le lire. Une coquetterie injustifiable. Alain ? Oui, Jean, peut-être pour compléter sous la Alain ? parole de madame, préciser que tu as signalé 2 millions d'Albanais en Albanie, mais il y en a un grand nombre à l'étranger, de 1 à 2 millions, je crois, à peu près. Puis circuler dans une ville albanaise. Regardez stupéfait le flot des Mercedes et des BMW rutilantes, petits et gros format. Dites-moi si vous avez vu cela ailleurs. Oui, peut-être dans les Émirats. Oui, il y a des riches dans la mystérieuse, montagneuse et rustique Albanie. C'est une chose qui m'a frappé, je pense que ça a frappé tout le monde. À Saint-Pétersbourg aussi, les voitures comme ça. Oui, alors c'est comparable par certains aspects que vous devinez à l'Albanie, Saint-Pétersbourg, pas par la géographie, voilà. Mais nous arrivons dans un pays plutôt pauvre. Et Tirana, non mais sans arrêt à Tirana, on voyait ce genre d'automobile. Comment ça se fait? Vous avez déjà la réponse. Je passe maintenant au fameux Enver Hoxha. Enver Hoxha, protecteur ultra protégé de ton peuple. Les enfants de tes esclaves célèbrent ainsi ta disparition. Rentre dans ton bunker de Tirana, vous allez le voir dans le diaporama. Dans les entrailles d'une colline verdoyante, j'ai parcouru les kilomètres de couloirs bétonnés. J'ai risqué quelques pas dans ces innombrables salles lugubres où tu devais te réfugier avec tes craintifs courtisans au cas où l'ennemi agresserait ton triste royaume. On m'avait dit que tu avais farci ton pays de 1000 et 1000 bunkers. J'ai eu le temps de voir le nez de quelques-uns. Ta tyrannie était un bunker, ton pays était devenu un bunker. Enver Hoxha, le héros de ton pays, ce n'est pas toi. C'est celui qui cavalcade sur son cheval de bronze au centre de la capitale, Tirana. On va le voir. Il a vécu 5 siècles avant toi. L'Albanie était tombée aux mains des Ottomans. Le sultan de Constantinople eut l'imprudence de confier sa province albanaise à un fils du pays, toi. Celui-ci se rebella et pendant quelques décennies, il délivra l'Albanie du joug ottoman. Aussi, c'est donc bien lui, Skanderbeg, et non toi, Enver, qui occupe la principale place de Tirana. Et c'est là que j'ai vu les joyeuses manifestations de la jeunesse albanaise. À Tirana, à Berat, à Douresh, dans les villes de ton pays, oui, j'ai vu défiler Mercedes et BMW,
mais j'ai vu aussi l'allure libre, souple et riante des jeunes filles albanaises. Je me croyais à Paris ou sur la Côte d'Azur. Elles sont l'avant-garde d'un petit pays qui vivotait autrefois à l'écart du monde et qui aujourd'hui veut prendre sa place en Europe. Les politiciens, héritiers de ton pouvoir, sont encore sur le devant de la scène. Je commente rapidement. Donc notre guide, Marine, Haksimari, nous disait qu'on vivait en démocratie, mais que c'était encore les anciens politiciens du temps de Enver Hoxha et de son successeur immédiat qui étaient au pouvoir. Donc il y a une sorte de paradoxe, mais c'est la réalité. Donc ils sont sur le devant de la scène, ils ignorent qu'ils ne sont que des figurants. Petite Albanie, il y a 2600 ans, des Grecs vinrent s'établir sur ton littoral, à Apollonia, à Boutrotos, aujourd'hui Butrint, à Bilis et ailleurs. Ce sont eux qui m'ont attiré vers toi. J'ai arpenté ces vastes sites archéologiques. Rêvons un moment. Berlinois, Londoniens, Parisiens, pour oublier le métro, viennent se dorer 8 jours sur tes plages. Quand tu auras pris la peine de fouiller tes sites antiques et fait de merveilleuses découvertes, peut-être nos baigneurs iront-ils rêver une journée à l'ombre d'un temple grec. Sur le vaste éperon rocheux de Gyrocastra, le panorama me fige. J'ai sous les yeux toute l'Albanie, mont verdoyant, côtoyant au massif rocheux, plaine fertile qui se libère pour s'ouvrir aux cultures. Je note que le pays peut se nourrir de lui-même. Dans mon dos, la forteresse imposante et la maison natale d'Enver Hoxha. Je contemple longuement et je songe. Je pense à notre guide Marine. Il a passé son enfance et son adolescence sous la dictature marxiste d'Enver. Comme lui, il a appris notre langue au lycée français de Korça. Comme lui, il est allé poursuivre ses études à Paris. À Paris, Enver fréquentait dans les années 30 les communistes français. Marine, lui, étudiait l'archéologie sous la direction d'un grand spécialiste français d'épigraphie grecque. De retour dans son pays, Marine a dirigé les fouilles du site d'Apollonia. Il parle parfaitement notre langue et durant une semaine, il a ouvert nos yeux sur son pays mystérieux. Le dernier jour du voyage, l'un d'entre nous eut un incident de santé. Mise à l'épreuve pour un guide, Marine s'occupe du malade, le fait hospitaliser sans lâcher le groupe. Tôt le lendemain, le groupe s'envole pour la France. Marine est à l'aéroport jusqu'aux dernières formalités. Il nous quitte. Son travail est terminé? Non. Il va s'occuper de notre malade, le fait transférer du spartiate hôpital de Berat. La personne dont je parle est ici, mais je ne la désigne pas à votre curiosité. Si elle veut se désigner, elle le fera. Donc, et il le fait transférer du spartiate hôpital de Berat, là je le tiens de la personne malade, à celui de Tirana, sert d'interprète auprès du personnel médical et administratif. Le surlendemain, jusqu'au rapatriement de notre compagnon, il est auprès de lui et de son épouse. À mes remerciements et félicitations par mail, il répond « Je n'ai fait que mon devoir, dernière leçon d'Albanie ». Donc ça, c'était mon texte que vous aviez peut-être déjà lu. Je vous signale que Librecours donc a mis en parallèle mon texte que je viens de lire et le second d'Alain Villocel, donc voyageur ici présent. Et si vous voulez, moi c'était des flashs, là vous aurez des informations beaucoup plus précises en lisant le texte d'Alain Villocel.
Voilà, donc je passe maintenant au diaporama. C'est la première image. Alors, ce diaporama, il faut que je dise la vérité. En voyage, je ne prends jamais de photos. Donc, ce ne sont pas mes photos. Nicole n'en prend pas beaucoup plus que moi, quelques-unes sur le portable, donc les photos ne peuvent pas venir de la famille Hayet. Les photos que vous allez voir, elles m'ont été fournies par Annie Amer, ici présente. Mais elle ne s'est pas contentée de me fournir les photos, elle les a classées en diaporama. Elle ne s'est pas contentée de les classer en diaporama, ça aurait été trop peu de travail. Elle a préparé avec moi le commentaire. Et nous avons passé quelques heures ensemble, donc auparavant elle avait fait ce travail, je suis allé chez elle, avec elle nous avons fait le commentaire. Donc je tiens à vous dire que ici vous avez la voix de Jean Hayet, en réalité vous avez le travail d'Annie Amer que je tiens à remercier. Vous pouvez l'applaudir. Donc la carte d'Albanie, bon, vous la voyez, je ne vais pas la commenter, vous verrez au fur et à mesure. Donc voilà, nous commençons par la Tirana, par la place Skanderberg. Donc nous sommes arrivés en avion dans la capitale à Tirana, et là nous sommes sur la grande place de Tirana. Ça vous dit quelque chose ? Oui, voilà. Alors il y a une petite faute, bon, c'est Skanderbeg. Il y a un R en trop à la fin, donc c'est le grand héros dont je vais vous dire quelques mots. Alors, si je ne me trompe, Annie, le grand monument avec ces images, c'est le musée national. Le musée national archéologique, qui était au programme, que nous n'avons pas vu. C'est la faute à personne, c'est la faute aux Albanais qui étaient en train de le rénover. Jusqu'en 2028, donc on ne risquait pas de le voir. Voilà. Et nous avions fait un voyage en ex-Yougoslavie avec toi. Et donc ex-Yougoslavie, ça s'était terminé à Tirana. Et là, nous avions vu ce fameux musée national qui est une merveille. Enfin, nous avons circulé. Nous avons traversé, nous avons tous les deux, avec Nicole et toi, tous les trois des souvenirs bien précis, musée national archéologique. Vous allez le voir, colonie grecque, j'en ai parlé. Donc est-ce qu'on s'attend à voir beaucoup de choses grecques? Mais ça n'intéressait pas notre guide. Donc les salles grecques, là, sur la gauche, on file. Si je lui avais dit arrêtez-vous, non, c'était pas la peine, ça ne l'intéressait pas. Donc on file, on traverse les salles grecques, en les regardant à peine, on monte au troisième étage, Annie, c'est bien ça. Ce qui l'intéressait, c'était tout en haut, Enver Hoxha. Voilà la visite du musée archéologique quand nous étions donc en ex-Yougoslavie. Et là, il était fermé pour travaux. Donc, il est là, vous voyez, il est couvert. Et il y a des belles peintures. Alors, c'est très intéressant cette photo parce que vous voyez des bâtiments très modernes. Si je ne suis pas très ferré en architecture, mais enfin, il y a une différence très nette entre le bâtiment très haut, je dirais, qui est de style un peu stalinien, je pense, et celui qui est tout à fait à droite, ça c'est Tirana moderne. Vous voyez, de l'ultra-moderne, alors tous les trois sont des hôtels, mais le contraste est saisissant entre celui de droite, voilà, Tirana moderne, et l'ancien. Donc ça, c'est la grande place Skanderberg. Je vais donc vous dire quelques mots de ce fameux Skanderberg. Malheureusement, je ne sais pas, il n'y en avait pas dans le diaporama, donc ça ne fait rien, mais vous l'imaginerez. Si, on la voit ailleurs, peut-être après, oui. Donc, cette grande place, la plus grande place de Tirana, au milieu, il y a une grande statue équestre de Skanderbeg. J'apprends peut-être quelque chose entre elles, non? Vous le connaissez, Skanderbeg?
Ah, bon, quand même, bonne albanaise, bien. Donc, ce Skanderbeg, il est du XVe siècle. J'y faisais allusion tout à l'heure. Il est vénéré comme héros, je résume au maximum, hein, parce qu'il était né d'un prince, donc c'était le début de la domination ottomane, XVe siècle. En tant que fils de prince, il est envoyé en otage à Istanbul chez le sultan, où évidemment il se convertit à l'islam. Et puis au bout d'un moment, il revient en Albanie, il retrouve sa religion originelle, mais surtout, il déclenche contre le pouvoir ottoman, il déclenche la résistance et il résiste fort pendant tout le temps qu'il est en vie au sultan de Constantinople. Et donc, sa mort, qui est en 1468, marque du coup le vrai début de la domination ottomane qui, vous imaginez, va durer des siècles. Voilà pourquoi donc, ils en ont fait leur héros, parce qu'il a lutté victorieusement contre la domination ottomane. Donc nous restons à Tirana. Le voilà, oui, pardon. Le voilà, en plein milieu de la place. Il est magnifique. On ne peut pas le rater quand on y est. Voilà la même place la nuit. Vous retrouvez le bâtiment moderne, hein, vous le voyez, et vous voyez l'opéra également. Vous voyez les deux autres hôtels qu'on avait tout à l'heure. Donc, nous sommes toujours évidemment à Tirana, une mosquée du 19e siècle, Ethem Bey. Et si je ne me trompe, là, c'est la tour de l'horloge. C'est bien ça, voilà. Donc, vous avez la tour de l'horloge et une mosquée. Pas très loin, église orthodoxe. Hein, je le disais tout à l'heure, 60% de musulmans, 30% d'orthodoxes. Donc, autant que je sache, enfin, tu pourrais me contredire, il y a une cohabitation sans problème entre musulmans, orthodoxes et catholiques. Si on peut prendre l'exemple de l'Albanie, c'est ça, c'est la première chose que je voudrais dire, c'est ça. Vous avez bien entendu, c'est intéressant le témoignage. Hein? Mon père, il est orthodoxe, ma mère musulmane. Ah. Chez nous, ça n'existe pas du tout. Ça... Ton père orthodoxe, ta mère musulmane. Oui, c'est formidable. Quand on choisit une fille, on ne demande pas la religion, on s'aime, on se marie, c'est tout. Nous avons de la chance, hein. Quand même, voilà, la meilleure preuve, hein. Excusez-moi, je répète, ton père orthodoxe, ta mère musulmane, et voilà, et donc tu es le témoignage vivant de cette parfaite cohabitation des religions en Albanie. Depuis la fin de la période communiste, parce que pendant la période communiste, toutes les religions étaient interdites. Oui, si je me souviens bien, je précise ta précision, Jean-François, quand même, je suis content il m'apporte quelque chose de lui dire qu'il n'a pas tout apporté. Donc, Enver Hoxha déclaré, nous sommes le premier État athée du monde. Donc, c'était un bon marxiste, il était athée, mais il faisait respecter rigoureusement l'athéisme. Donc, évidemment, enfin, il n'a quand même pas réussi à tout détruire. Mais enfin, le changement est radical, c'est sûr, entre la fin de sa dictature et l'Albanie d'aujourd'hui. Voilà, donc, Église orthodoxe. On va arriver à la fin. C'est bizarre, le maniement de l'ordi m'échappe. Alors, il faut que je retrouve... Oui, merci Annie. Et que je repartais au début quand même, ça c'est plus sûr. Alors,
Nous en étions là, et ici. Oui. Bon. Voilà. La suivante. Université et musée archéologique. Alors tout à l'heure, vous avez vu le grand musée archéologique national fermé pour travaux. Et là, tu me corrigeras, Annie, s'il le faut, la petite porte là, c'est bien ça? C'est ça. Noire, c'est l'entrée du musée archéologique, je dirais pas national, que nous avons visité. L'université. Et qui est dans l'université. Et tu m'as rappelé que c'est là que Marine, notre guide, avait ses bureaux. Là. Voilà. Le petit musée à l'intérieur de l'université, évidemment, on est toujours à Tirana. Oui, non, je reviendrai tout à l'heure sur lui, quand même, le cher Enver. Voilà ce que nous avons vu à l'intérieur de ce petit musée. Si je ne me trompe, il y avait 2-3 salles, pas plus, hein. Et donc, le guide Marine a commenté longuement ces poteries. Je ne crois pas que vous seriez ravis si j'essayais de les commenter longuement. Donc, je passe. Le voilà. Ça, c'est plus intéressant. Vous avez notre guide Marine. Donc, je vais en dire un peu plus long. Portrait d'un aristocrate d'Apollonia, l'une de ces anciennes colonies grecques du littoral, 2e siècle avant Jésus-Christ. Et si je ne me trompe, je vous disais tout à l'heure que Marine avait dirigé, si je ne l'ai pas dit, je le dis maintenant, a dirigé pendant 11 ans les fouilles à Apollonia. Et si je me souviens bien, c'est une statue qu'il a découvert lui-même là-bas. Il en était très fier. Vous voyez? Donc, un aristocrate d'Apollonia, 2e siècle avant notre ère. Le socle est très intéressant. Annie me l'a mis en valeur. Le voilà, le socle. Hein. Donc, elle l'a mis en valeur. Et je vais... On vous dit, le socle évoque une victoire lors des Jeux sportifs. Si j'arrive à bien le grossir, je pense que vous voyez bien. Vous voyez, si je ne me trompe, un bige de chevaux, me semble-t-il. Mais bien que ça soit un peu abîmé, il y a quelqu'un sur les 2 chevaux avec des ailes. Donc, la victoire ailée, donc le symbole de la victoire. Donc, vous avez grossi ce qu'il y avait au-dessous du buste. Et donc, c'était bien pour dire qu'il avait remporté une victoire lors des Jeux sportifs. Ah, vous voyez, Bunk Art 1. Vous le connaissez? Non, je n'ai pas visité. Vous allez... Ah, vous allez le découvrir. Voilà. C'est le fameux bunker de Enver Hoxha. C'est au début de la banlieue de Tirana, sous une énorme colline. Donc ça, c'est l'entrée. Donc, ils l'ont transformé en quelque chose de plus ou moins artistique. Enfin, du point de vue artistique, il n'y a pas grand-chose. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Mais enfin, ça vaut la peine d'être visité. Si on ne visite pas ça, on ne comprend pas ce qu'était la dictature de Enver Hoxha. Donc, avant de... Oui, j'en dirai plus sur lui tout à l'heure. Donc, voilà l'entrée. Nous sommes là, à l'intérieur. Une des salles, je parlais dans mon texte de centaines de mètres, de kilomètres de couloirs, on en a fait pas mal, hein, mais évidemment on ne les a pas tous faits. Et puis, je pourrais dire des dizaines de pièces dans ce genre, vous voyez, donc avec un lit modeste et puis tout ce qu'il faut pour se protéger, évidemment, de l'attaque. Une des pièces, il y en a des dizaines comme ça. Là, toujours à l'intérieur du bunker, vous avez donc un amphi pour des conférences. Vous devinez là le cher Enver. Voilà, une autre pièce pour des conférences avec son portrait, évidemment.
Voilà un de ces couloirs interminables. Et vous imaginez, à droite et à gauche, des pièces. Remarquez la nature de la porte, une lourde porte en béton. Vous imaginez le couloir interminable. Et vous imaginez des pièces à droite et à gauche. Donc nous sommes toujours à l'intérieur du bunker. Et là, on revient à l'extérieur. Ils ont mis en symbole, voilà, ce gardien, vous voyez, avec le masque à gaz. Donc ce bunker était destiné, si l'Albanie était envahie, Enver et sa cour, disons, allaient se réfugier là. Si je me souviens bien, le guide nous a dit « il n'a jamais été utilisé ». Alors, quelques mots d'Enver Hoxha. Donc, il est né dans une ville qu'on a visitée, Gjirokastra, vous verrez tout à l'heure. Et ce qui m'a intéressé, mais ça, disons, sans vu ces dates, hein, donc il est mort, je vous ai dit, en 85, c'était un francophone parfait, Enver Hoxha. Donc il est né en 1908. Il fait ses études au lycée français de Korçë, ou Korça. Il y avait un lycée français, vous voyez, dans la jeunesse d'Enver, à Korça. Il a fait ses études à ce lycée, donc il savait bien le français. Ce qui fait qu'en 1930, donc il n'a même pas 30 ans, il s'en va étudier entre guillemets, à l'université de Montpellier. Mais comme, je crois, les études ne l'intéressaient pas tellement, ça n'a pas été un bon étudiant, peu importe, il n'a pas décroché de diplôme à Montpellier, mais enfin, il a pratiqué son français. 1930. 3 ans plus tard, 1933, il en a peut-être assez de Montpellier, je ne sais pas, il monte à Paris, soi-disant, en principe, pour étudier. Qu'est-ce qu'il fait à Paris? Il fréquente les communistes français. Et il avait une grande admiration, peut-être le nom vous dira quelque chose, pour Cachin, un nom communiste à l'époque. Donc, sa principale occupation à Paris, c'est de fréquenter les communistes français. Puis, il va à l'université de Bruxelles. Bon, à l'université, il travaille toujours autant depuis qu'il était à Montpellier. Vous voyez, nous sommes en 1934. Et en 1936, donc après 5-6 ans de séjour en Europe, il revient en Albanie. Et comme il était parfaitement francophone, il est professeur au lycée français de Korçë, où il avait été lui-même élève. En 1941, il fonde le Parti communiste, et puis, je vous l'ai dit, en 1945 et tout. Donc, ce qui m'a intéressé, c'est parce que ce Enver Hoxha savait parfaitement le français, et me semble-t-il, enfin, moi c'est le souvenir que j'en avais il y a quelques années, je savais que en Albanie, même sous Enver Hoxha, le français était assez parlé. Je ne sais pas si vous avez parlé français dans votre famille, non? Non, d'accord. Voilà. Donc vous n'avez pas étudié le français en Albanie. D'accord, voilà. Bon, c'est pas une faute, hein. Voilà, c'est un renseignement. Voilà, donc pour Enver Hoxha, et nous allons quitter Tirana. Pardon? Oui? Ah, si, nous y sommes encore, pardon. Oui. Nous sommes à Tirana. Bon, vous lisez. En haut, c'est le nom de l'Albanie en albanais que je ne me hasarderai pas à prononcer. Et donc, cet immeuble, ils ont écrit Kadare. Le fameux écrivain Ismaël Kadare, vous devez l'étudier en classe. Ah, voilà, bon. Bien, donc certains d'entre vous qui ont préparé soigneusement le voyage ont lu plusieurs ouvrages d'Ismaël Kadare, donc grand écrivain, dont nous avons eu la chance, parce que je crois que pour l'origine ce n'était pas prévu au programme, de visiter l'appartement
au 5e ou 6e étage, vous allez voir. Il a vécu donc quelque temps là. Nous y sommes. Voilà, nous sommes dans l'une des pièces de son appartement, au dernier étage, ou presque. Je ne dirais pas que c'est son bureau, mais une chaise, et puis évidemment un manuscrit devant, dans une autre pièce. Et là, bon, c'est pour la curiosité, hein. Vous ne le lirez pas plus que moi, donc nous avons une feuille manuscrite de sa main. Voilà, nous passons maintenant à Corcia. Voilà, Corcia, donc la petite place, ville très, très, très agréable, que les Albanais appellent le Petit Paris. Exact. Je suis content d'avoir des confirmations. Il y a peut-être des bêtises qui sont passées, mais là j'ai une confirmation, voilà, exact, le Petit Paris. Voilà. Et donc, vous avez vu que c'est là que Enver Hoxha a fait, au lycée français, qu'il a fait ses études. D'ailleurs, je crois qu'on est passé devant le lycée un moment, hein, au moins une fois. Et donc, hors cette petite place, vous avez là une église orthodoxe, bien sûr, oui, de facture récente, une mosquée, bien sûr, et là, toujours, nous avons visité un musée rempli d'icônes. Alors, je ne chercherai pas à m'attarder sur l'une ou l'autre. Disons, du point de vue muséographie, je ne pense pas qu'aujourd'hui on ferait ça parce qu'on est étourdi, il y en a trop, hein, malgré la richesse. Voilà une mise en valeur avec évidemment la résurrection du Christ. Je me suis posé la question, je n'ai pas la réponse. Ce qui est évident, c'est que le Christ de la main droite tient la main d'une femme, donc il ressuscite, et de la main gauche, la main d'un homme. Chacun des deux a une auréole, mais je ne peux pas en dire plus, si, puis intéressant, quand même. Voilà, sous les pieds du Christ, voilà le symbole de ceux qui vont en enfer. Voilà, toujours dans ce musée, une iconostase. Je vous rappelle pour ceux qui l'auraient oublié que c'est ce qui sépare le peuple de la célébration dans l'Église orthodoxe. Et si vous avez par hasard assisté à des messes, le prêtre n'arrête pas de franchir ce double battant pour aller de l'un à l'autre. Mais ces iconostases, évidemment, sont généralement très ornées. Et nous passons à Voskopoye. Les Albanais mettent un tréma sur le final. Je crois que vous prononcez Voskopoya plutôt. C'est un E qui va vers le A. Oui. Comment vous prononcez? Ça dépend. C'est comme dire la conjugaison. Oui. On dit Voskopoya est belle ou je vais à Voskopoye. Ah, selon la fonction du mot, voilà, s'il est, mettons, complément indirect, ou bien, voilà, oui, yé ou ya, selon sa fonction dans la phrase. Merci beaucoup du renseignement. Donc là, nous allons voir. Oui, il y avait plusieurs églises, et vous avez la liste là, et donc, il était dit dans le programme, on en visitera 2. Voilà, l'une, Saint-Nicolas. Ce que vous devinez, c'est ces fresques sur le mur, à l'entrée, sous la colonnade extérieure. Donc Saint-Nicolas. Et puis, toujours, bon, le Pope à l'entrée, là-bas, qui nous a accueillis d'ailleurs. Et puis, vous voyez ces fresques très abîmées, puisque
on voit bien qu'il y a eu des graffitis qui n'ont pas tenu compte des fresques elles-mêmes. Ça, c'est le plafond. Annie, qui a pris la photo, m'a dit qu'elle avait fait de l'acrobatie. Non, c'est pas là. Oh là, il ne faut pas que j'agite trop. Donc, c'est assez difficile de... Si, ce qu'on reconnaît... Autrement, il faudrait tourner la tête dans tous les sens. Mais j'identifie avec vous ce que je pense être le baptême du Christ. Semble-t-il, hein? Bon, c'était... L'église Mathudie était obscure. Oui. Ça, c'est une coupole. Une coupole, oui. Oui. Non, mais là, c'est une reconstitution avec plusieurs images. Ah, d'accord. Mais c'est la prochaine. Bon, je ne chercherai pas à identifier le personnage. Voilà. Donc, avant, c'était Saint-Nicolas, et maintenant, Sainte Athanase. Donc, la date, vous l'avez là, que l'on dit être la Sixtine des Balkans. Vous devinez pourquoi? On va en avoir une idée. Eh bien oui, je ne suis pas revenu en arrière quand même. Non, c'était ça. Voilà, de Sainte Athanase, il y avait ceci. Mais c'était interdit de photographier. C'était... Vous avez entendu? Il y a des... J'ai photographié avant qu'on ne me le dise. Donc, je te félicite, tu n'as pas violé la loi, c'est parfait. Non, bravo. Voilà. Alors, on est sorti. Là, nous avons un pont ottoman. Il fallait quand même être un peu, téméraire, surtout si on a un certain âge et qu'on a moins de souplesse, pour vouloir passer d'une rive à l'autre. Alors, il y a ceux qui étaient passés, qui regardaient avec curiosité, va-t-il tomber, va-t-il pas tomber? Ils se sont trompés. Voilà. Alors, le fleuve, la Vjosa, sur la gauche, on est en Albanie, le fleuve, et en face, vous avez la Grèce. Donc, on est à la limite, là. Ce fleuve qu'on a longé, je crois, pendant longtemps. Nous arrivons maintenant à Gjirokastra. Il y a plusieurs sites d'Albanie, je ne les ai pas tous cités, qui sont au patrimoine mondial de l'UNESCO, dont Gjirokastra. Et c'est la ville de naissance de notre Enver Hoxha. Mais, et d'Ismaïl, bravo, d'Enver Hoxha, Ismaïl Kadaré. Je crois qu'on n'a pas visité la maison d'Enver Hoxha, on n'avait pas le temps. Hein, c'était ça, oui. Donc, ville de naissance d'Enver Hoxha et d'Ismaïl Kadaré. Alors, là, on est en haut de la citadelle, si je ne me trompe, et sur la droite, on voit donc la ville elle-même. On est toujours en haut de la citadelle, c'est ce qu'on avait à peu près en face, avec cette ouverture sur la plaine. Voilà. Et là, vous avez la citadelle en haut, donc il n'y a pas eu de photo. Bon, toutes les citadelles se ressemblent, donc c'est pas grave si on n'en a pas. Là, vous avez une vue, donc, voilà. On voit bien que c'est à la mode. Vous avez des touristes, là, évidemment, hein, devant la Old Town. Et les souvenirs. Oui. Encore une autre. Voilà. La ville à touristes et à restaurants. Ah, alors, la maison Skendouli, 17e, on l'a visitée. Vous devinez que c'est une maison de nobles. Et donc, il n'y a pas d'autres photos de l'intérieur, mais nous avons visité essentiellement le haut, à part quelqu'un qui en est, je crois, l'actuel propriétaire. Donc, c'est intéressant comme témoignage du genre de maison que pouvaient posséder les aristocrates. Là, ça vous donne l'occasion de voir notre guide marine à gauche, le chauffeur à droite et tout le groupe en enfilade
voilà, au restaurant. Si vous regardez bien la photo, vous pourriez vous demander si on a eu à manger. Nous sommes souriants alors que nos assiettes sont vides. Nous passons maintenant à Boutrint. Donc sur le littoral, c'est le nom moderne, et le nom, donc là, cette colonie grecque était Boutrotos. Voilà, une belle vue aérienne. Donc Boutrint, le site archéologique, c'est cela, la presqu'île. Il y avait bien sûr, puisque c'est un site archéologique grec, un théâtre. Vous voyez, assez bien conservé, du moins la partie inférieure. Le baptistère, très intéressant. Alors là, notez bien, le baptistère, vous voyez donc les colonnes. Au centre, vous devinez que ça devait être la cuve où l'on plongeait le futur baptisé. Ça, c'est ce qu'on voit. Mais s'il y en a qui ont des souvenirs de voyage, de plus en plus maintenant, sur les sites grecs, pour empêcher que les pas des touristes abîment les mosaïques, on les recouvre de gravier. Eh bien, donc là, sous ces graviers, il y avait ceci qui est très intéressant. Nous ne l'avons pas vu, et grâce aux recherches d'Annie, vous le voyez. Donc, je lis, le sol du baptistère est recouvert de riches mosaïques polychromes représentant des motifs géométriques, des végétaux, des animaux, des symboles chrétiens, etc. Et donc, très intéressant du point de vue art de la regarder d'un peu plus près. J'ai compté, vous pouvez me le croire, vous pouvez recompter, vous avez 7 cercles concentriques évidemment, hein, qui entourent la citerne baptismale. Et donc, 7 cercles, tout ça c'est chargé de symboles. 7 cercles symbolisant les 7 sacrements. À quoi nous servent les 7 sacrements? Évidemment, à aller au ciel. Donc, 7 cercles symbolisant les 7 sacrements. Vous avez ensuite, vous le voyez quand même bien là, des motifs tantôt végétaux, par exemple ici, et ici encore, des motifs avec pas mal d'animaux, et des motifs géométriques, là par exemple, hein. Donc végétaux et animaux pour symboliser la création, les motifs géométriques pour les symboliser je ne sais pas quoi, peut-être pour varier, et sans entrer dans le détail, mais je crois que je l'ai quand même repéré quelque part, oui. Ah, on est bien d'accord, ce sont 2 poissons. Et là, donc, je disais bien, végétaux animaux pour symboliser la création. Après, certains animaux ont une valeur symbolique propre. Je vais vous faire un petit peu de grec, mais vous savez, le poisson en grec se dit ictus. Iota, chi, theta, upsilon, sigma. C'est un symbole chrétien archi connu. Ictus, I, Jesus. Chi, Christos. Theta, Théou. U, Ios. S, Soter. Jésus, Fils de Dieu, Sauveur. Ça vous rappelle, si vous avez visité des églises, hein, le poisson, voilà, à cause de son, je répète un peu, excusez-moi, mais c'est très fréquent dans beaucoup d'églises anciennes, hein, le poisson, c'est une façon de dire Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Jesus Christos, Théou, Ios, Soter. Donc, symbole du poisson pour dire Jésus. Un autre symbole intéressant, c'est celui-là. Vous voyez manifestement 2 pans
qui apparemment sont devant des grappes de raisin. Ces grappes de raisin viennent d'une source donc, qui les fait vivre. Et donc là, vous avez un symbole. Le pan lui-même était censé représenter la vie éternelle. Et, comme par hasard, s'il mange le raisin, dans l'Eucharistie, vous avez le pain et le vin. Voilà, donc, en même temps, symbole eucharistique. Vous voyez qu'elle est très, très riche. Voilà pour la fameuse mosaïque que, grâce à la conférence, ceux qui étaient en Albanie ont vu. Il fallait, je n'ai rien demandé moi, hein. C'est Annie qui me l'a mis. Il y avait sur ce site une inscription grecque qu'il est facile de traduire parce que vous avez la traduction au-dessous. Vous allez voir qu'elle a un intérêt. Il y a Agathé, Tukei, etc. Donc, à la bonne fortune. Un petit peu de, si vous voulez, d'érudition grecque. La plupart des inscriptions grecques commencent par « à la bonne fortune ». On invoque la fortune, le hasard. Bon. Et pour le salut, alors c'est la suite qui est intéressante. Sous le prêtre d'Asclépios, Esculape, le dieu de la médecine. Donc sous le prêtre d'Asclépios, Nicostratos, fils de Nicanor, voici ceux qui ont été relâchés pour être libres auprès d'Asclépios par Argéa, fille de Polémon, suivant la loi des gens sans enfants, leur nom, Pardalis, Pythias, Dionysia, Cléotaïma. Quel est l'intérêt de ça? Nous sommes sur un site. Alors, si quelques-uns d'entre vous sont allés à Delphes, on le voit. À Delphes, il y a tout un mur couvert, qu'on longe sur la gauche, tout couvert d'inscriptions de ce genre. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle un acte d'affranchissement. Vous avez bien vu la traduction, hein. Ils ont été relâchés pour être libres. Donc c'est un acte d'affranchissement officiel qui est mis sur le site. Autrement dit, comme on le faisait à Delphes, on l'a fait également ici dans cette colonie. On met sous le témoignage de la divinité l'acte qui affranchit quelqu'un, qui le fait passer du statut d'esclave à celui d'homme libre. Là, nous sommes toujours sur le site. Si je ne me trompe, c'est la basilique. Voilà, les vestiges imposants de cette basilique. Il y avait 3 nefs à l'origine. Oui. Alors, voilà, je vais peut-être revenir en arrière. Ah, c'est bien. Une aujourd'hui, mais il y en avait 3 à l'origine. Bravo pour la précision, Annie. Donc, vous imaginez, là je pense qu'on est dans la nef centrale, d'après ce qu'on voit au fond, l'abside, et donc vous imaginez 2 autres nefs, une à droite, une à gauche. Saranda, c'est tout à fait au sud de l'Albanie, ville moderne. Je serais incapable de dire, enfin, on peut imaginer facilement qu'il y a 20 ans, il n'y avait presque rien là. Hein. C'est ce qu'a dû nous dire le guide. Hein. Or, vous voyez que, c'est ce que je disais un petit peu dans mon papier tout à l'heure, l'Albanie est envahie par les millions de touristes. Où vont-ils? Je m'excuse, mais ils ne font pas le voyage que nous avons fait. Ils stationnent sur le littoral, et en particulier là à Saranda. Pour vous le situer, si on est là, on regarde en face, on est à quelques kilomètres de l'île de Corfou. Grec, évidemment. Voilà, Bilis, donc encore un site archéologique, une colonie grecque. La vue aérienne de la plaine que vous voyez cultivée. Donc, sur le site de Bilis, voilà, les vestiges d'un théâtre du IIIe siècle avant notre ère. C'était un site, si je me souviens bien, où il fallait pas mal marcher. Voilà, intéressant. La première rangée de sièges
accueillait les personnalités de la ville. Des dalles ont été découvertes qui semblaient destinées à séparer ces élites, etc. Bon, ce que vous avez là, avec le guide qui se penche dessus, c'est très typique des théâtres grecs. Si certains ont des souvenirs du théâtre de Dionysos à Athènes, on le voit parfaitement. Donc, les sièges qui sont tout en bas, vous voyez, sont comme ça, avec dossier. Voilà, réservés aux personnalités. Et les dalles semblaient destinées à les séparer. Je peux en douter parce que dans les autres théâtres grecs que j'ai visités, je ne l'ai pas vu, mais après tout, pourquoi pas? Non, ce sont des dalles verticales Oui, qui séparent les élites du reste de... on est d'accord, Annie, oui, mais je suis d'accord, oui, pour séparer les personnalités, par exemple le prêtre, etc., en l'honneur le Dieu dont il s'occupe, et puis les autres spectateurs, mais je ne pense pas que j'ai vu ce genre de séparation aussi vigoureuse ailleurs. Après, ça n'empêche pas que c'est plus... Oui, non, mais je ne conteste pas. Ça me paraît un peu bizarre. Bon, mais ça fait rien. L'opinion n'a pas d'importance. L'important, c'est de voir ces sièges donc des personnalités. Voilà, donc la basilique, là, c'est bien ça. Donc il ne reste pas grand-chose, vous voyez, vous avez l'abside ici. Voilà, l'ensemble, le complexe cathédral et complexe épiscopal, la déduction que vous pouvez faire à partir de ces photos, c'est que l'Albanie a été christianisée assez tôt. Vous voyez, là on est au VIe siècle, vous avez déjà... et la cathédrale évidemment, et le palais de l'évêque. Toujours, là c'est le... Redis-moi, Annie. C'est le détail de la cathédrale avec le narthex. Ah voilà, d'accord, oui. Oui, le détail, bon. Et nous passons à Apollonia, qui est théoriquement le site le plus célèbre. Voilà, là, il fallait marcher beaucoup à l'entrée. Après, le site, je vous disais, où notre guide marine a dirigé les fouilles pendant 11 ans. Donc, là, c'est l'entrée. Voilà, nous avons, pour que vous compreniez, j'avance un peu. Non. Non, c'est après qu'elle est... Voilà. Ce que nous avons là... C'est ce bâtiment qu'on appelle un bouleuterion. On peut traduire une salle de conseil pour les élus de la ville. Dans presque toutes les villes grecques, vous avez un bouleuterion. Donc, essentiellement, salle de conseil, vous avez la restitution en haut, le plan en bas. Et donc, oui, je vais revenir quand même. Voilà ce qu'il en reste. Vous voyez bien l'entrée, et puis on devine le petit amphithéâtre, les sièges. Ici, même si c'est, bon, oui, c'est ce qu'on appelle une stoa. Je rappelle qu'une stoa, c'est une immense colonnade, donc, et vous la devinez là, donc, qui se prolonge très loin. Et il faut l'imaginer, colonne vers l'extérieur, vers l'intérieur, il faut imaginer tout cela couvert. Donc la stoa, c'est un lieu de détente où on se promène à l'ombre. À reconstituer. Ici, nous visitons donc j'oublie un petit peu... Un musée, oui. Le musée du site. Musée d'Apollonia. Le musée d'Apollonia, voilà. Très intéressant. Alors, vous avez à droite stèle de la naissance d'Aphrodite, donc stèle du IIIe siècle avant notre ère.
En voyant cela, il y a une image que vous pourriez avoir en tête, l'un des tableaux les plus célèbres, la naissance d'Aphrodite. Alors, le nom du peintre ne me revient pas. Botticelli, c'est bien ça, vous l'avez. Alors, le tableau de Botticelli est magnifique. On voit, voilà, le torse d'Aphrodite qui sort des flots. Ce qui m'a surpris ici, je n'ai pas l'explication, mais c'est vraiment... Alors, regardez de plus près. D'après vous, je ne vous pose pas une colle, hein, qu'est-ce que c'est ces animaux qui entourent Aphrodite? Vous êtes aussi embarrassé que moi. Et alors, je ne sais pas, des taureaux, des vaches, je ne sais pas s'il y a des cornes. Comment? Des griffons? Non, non, non. Non, c'est des animaux naturels. Bon, donc, vous êtes embarrassé comme moi. J'aimerais bien voir une autre naissance d'Aphrodite. Qu'est-ce que font ces animaux? C'est quand même très bizarre. Voilà, donc ça a attiré la curiosité d'Annie et celle alors, voilà pour la naissance d'Aphrodite. Hein. L'autre, intéressante, stèle à gauche, hein, stèle funéraire de la descente aux enfers. Donc, une stèle funéraire. Généralement, alors des stèles funéraires, on en voit des centaines et des centaines au musée national d'Athènes. Qu'est-ce qu'on voit? On voit le défunt accompagné d'une personne, son épouse ou sa mère, voilà, qui lui tend la main, qui est triste. On voit généralement deux personnages, hein. Trois rarement. Des fois, le défunt, un proche parent et un serviteur. Mais c'est des scènes à 2-3 personnages. Celle-ci est très originale, bien que un peu abîmée. Donc, en haut, une femme accompagnée d'une autre femme pleure son mari défunt et lui tend la main. On est d'accord, hein? La femme, on le voit bien. L'autre femme qui l'accompagne ici, et elle tend la main à son époux, donc défunt, qui est en train de descendre. Quand on va chez les morts, les Grecs disent on descend chez le dieu Hadès, le dieu des morts. Donc, il est en train de descendre par une échelle, sans doute, chez le dieu Hadès. Il est accompagné, ça vous dit quelque chose de ça? C'est un peu ce qu'il y a sur les... Il faut le grossir, tu dis, peut-être? Oui. Voilà. Les pharmaciens, les médecins, ils ont ça? Oui, parce que c'est le dieu Hermès. Le dieu Hermès, c'est un dieu voyageur. Mercure chez les latins. Donc revenons à Hermès. Dieu voyageur. Donc, dieu du commerce. Il n'a rien à faire en tant que dieu du commerce. Et dieu des voyages. Ah, dieu des voyages. Et en particulier, avec un nom qui va vous paraître bizarre, le dieu qui accompagne les morts dans leur descente aux enfers, ce qui se dit en grec psychopompe. Psycho, c'est l'âme, psyché. Pompe, ça veut dire accompagner. Donc, Hermès psychopompe, accompagnateur de l'âme dans la descente aux enfers. Vous le voyez là? Donc il l'accompagne, notre défunt, et le dieu Hadès est là sur son trône. Tu arrives chez moi. Là, il y a un petit je pense plutôt non, il y a une rame. Voilà. Vous allez refaire du grec. Là. Et quand on est aux enfers, il faut traverser un fleuve, le fameux Styx.
Et il y a le batelier ou le notonnier, si vous voulez, Caron, voilà, qui, donc, on monte dans la barque et il nous fait traverser. Si, ça m'amène à un autre détail qu'on ne voit pas ici. Les Grecs, dans la bouche d'un mort, mettaient une obole, parce qu'il faut payer le passage. Voilà, donc le Caron, le notonnier, qui va lui faire traverser le fleuve. Et le dernier, là, c'est, rappelle-moi. Minos. Ah, oui, très bien. Alors, il faut le savoir. Hein. Dans la mythologie grecque, tantôt il y a 3 juges aux enfers, dont Minos, Rhadamante et encore un autre. Minos, c'est le fondateur légendaire de la Crète, puisqu'on parle de civilisation minoenne, hein, donc le roi légendaire, fondateur de la Crète. Et ce Minos, qu'il ait mérité ou pas par sa vie, a été désigné ensuite comme juge aux enfers. Donc, l'âme du défunt va affronter le juge Minos. Voilà, si vous ne l'avez pas vue lors de la visite, vous avez le plaisir de la découvrir maintenant. Je vous rappelais tout à l'heure que le sud de l'Albanie, c'était l'Épire, et au nord, c'était l'Illyrie. Ces boucliers qui m'obligent encore à faire un peu de mythologie. Alors vous voyez que voilà le bouclier, et Annie a pris ici à droite seulement ce qu'il y a au milieu. Elle vous fait rire peut-être, hein, mais c'est la fameuse tête de Gorgone, qu'on appelle aussi, alors c'est Méduse. Quand on dit « je suis médusé », ah, je ne peux plus rien dire, je suis paralysé. Mais pour les Grecs, la Gorgone avait le don de créer une telle frayeur en vous que vous étiez paralysé. Voilà pourquoi on la mettait au centre des boucliers. Voilà, église Sainte-Marie, XIe siècle. Vous notez qu'ensuite sur une basilique paléo-chrétienne. L'intérieur, bon, évidemment, extrêmement, les fresques extrêmement abîmées. Donc ce serait très difficile d'identifier quelque chose. Là, les alentours, le portique. Nous passons à Bérat, qu'on appelle la ville aux 1000 fenêtres. Vous devinez, hein, par cette vue. Mosquée des célibataires à Bérat. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y ait des peintures sur les murs de la mosquée, ce qui n'est pas conforme à la tradition de l'islam. La mosquée du roi, toujours à Bérat. Le caravansérail. Alors je sais qu'une fois nous avons logé dans un caravansérail, mais ce n'était pas celui-là évidemment. Le palais du Pacha, bon, très bien ici, donc sous domination ottomane. Le pont ottoman, donc sur le fleuve. Cathédrale de la Dormition à Bérat. Ah, évidemment, une très belle iconostase. Bon, c'est toujours les mêmes personnages. Hein. À droite, la Vierge qui tient l'enfant Jésus, puis de nouveau le Christ à droite, et puis ensuite des apôtres. Un détail, voilà, sur l'icône de la Vierge. Église de la Dormition, donc vous l'avez figuré ici, donc je vous rappelle que selon la tradition, la Vierge n'est pas morte, elle s'est endormie. Voilà, une icône particulière, très difficile pour moi de vous dire ce qu'elle veut représenter,
Attendez, oui, parce que au-dessus, c'est coupé. Ici, c'est, je pense, la présentation de Jésus au temple. Vous avez la Vierge qui présente l'enfant Jésus au prêtre. Douresh, la fin, voilà, la ville par laquelle nous avons terminé. Pour y voir, en plein intérieur de la ville, les vestiges de cet amphithéâtre romain. C'est assez curieux. On traverse la ville et puis, tout d'un coup, on arrive devant cet... Oui, qui est tout sauf fouillé. Vous voyez, on l'a simplement peut-être gardé dégagé. Ça, c'est à la fin de l'amphithéâtre, la muraille. Le groupe s'en va. Ici, c'est un monument à la résistance de l'Albanie à l'invasion fasciste sous Mussolini. Le voilà, le soldat qui la symbolise. Et je pense qu'avec cela, il n'y en a plus, oui. Non, je pense que c'est terminé. Voilà, donc... si vous avez des questions, et encore un peu de patience, n'hésitez pas, des observations, non. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.